Ce qu'il faut comprendre, c'est que l'inconscient a une part vraiment importante dans la création du persona, du client idéal. Mais en revanche, de savoir si vraiment la personne a les cheveux blonds ou les cheveux roux, on s'en contre-cogne, sauf évidemment si on vend de la teinture pour cheveux. Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de My Marketing Podcast. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Estelle Ballot, que vous connaissez très certainement parce que Apple Podcast me dit souvent que les auditeurs de My Marketing Podcast écoutent aussi le podcast du marketing, et vous avez bien raison. Estelle, si par hasard vous ne la connaissez pas encore, eh bien elle est formatrice en marketing digital et en plus, eh bien, elle a le très célèbre podcast du marketing. Bonjour Estelle, comment tu vas ? Bonjour Sandy, écoute, ça va très très bien. Je suis très heureuse d'être là avec toi à ton micro aujourd'hui. C'est très chouette. Je suis ravie de te recevoir pour parler d'un sujet que je sais nos auditeurs adorent. C'est le sujet du persona. Et en fait, j'aurais pas dû dire adore parce que je pense qu'ils l'adorent autant qu'ils le détestent en réalité. Oui. Et c'est un peu le cas de nous tous, je crois. Quand on nous dit faut parler à sa cible, il faut savoir qui est sa cible. On le sait intellectuellement, mais au moment de s'y mettre, c'est pas toujours évident. Je vais te faire même un aveu. Cette semaine, je parlais avec une chef d'entreprise qui avait besoin de se repositionner et je lui parlais de ses personas et de sa cible et elle me disait moi je veux pas en entendre parler, ces histoires de cible, c'est n'importe quoi. Et du coup ça, je lui ai dit bon alors je suis pas sûre qu'on arrivera à vraiment bien travailler ensemble. Donc il y a quand même un rejet des peurs liées à ce persona et cette cible. Et aujourd'hui, on va en parler des 5 erreurs qui fait qu'on peut passer à côté de son client idéal, donc de sa cible. Ouais, c'est exactement ça. C'est ce que tu dis en fait. Le persona, c'est un peu le truc où tout le monde sait qu'il faut le faire et personne n'a envie de le faire. Comme et le tout sport. Le monde dit qu'il. Ouais, c'est ça. C'est exactement ça. C'est comme aller faire un footing. On dit mais oui, mais bien sûr, je fais du sport. Évidemment, c'est bon pour la santé, tout ça. Puis quand il faut se lever, mettre les baskets et aller courir un coup dehors, c'est beaucoup moins. Alors c'est pas que c'est moins fun parce que ça peut être fun, mais en tout cas le moment d'y aller, on se dit Oui. bon, est-ce qu'il y aurait pas un autre truc à faire. Finalement, C'est Netflix, c'est bien aussi. C'est ça. Netflix, c'est sympa aussi. Et le persona, c'est un peu l'idée, c'est qu'on a toujours l'impression de le connaître. Il y a une petite voix dans notre tête qui nous dit non mais ça va, t'as pas besoin de le faire, en fait tu le sais. Ou ça va, mais bon c'est un peu bullshit, un peu voilà. Donc bien souvent on passe à côté. Et moi j'ai une conviction, c'est que c'est une très très grosse erreur. Il y en a plusieurs des erreurs qui sont faites, mais tu vois, on va parler de ces erreurs qui sont faites autour du persona, du client idéal. Enfin après l'ICP, on l'appelle comme on veut, il y a plein de noms. Mais c'est important en tout cas de se rendre compte de l'importance du persona. Alors on y va. La première erreur à ne pas commettre, mais qu'on voit quand même souvent. Ouais, la première erreur, moi, que je vois très, très, très souvent, c'est le persona, Estelle, c'est fait pour faire un portrait robot de mes clients. Souvent, on me dit ça. On me dit, oui, bon, bah, c'est en gros, je vais prendre mon client que je retrouve le plus souvent, et puis je vais le décrire. Alors, c'est une femme de 35-45 ans qui vit en ville, qui a 3 enfants, qui s'appelle Gertrude, je sais pas, j'ai pas de nom qui viennent, Ouais, tu vas Edmond pas avoir beaucoup de et clients chez Joséphine. Gertrude, Edmond et Joséphine, ouais, c'est peut-être pas si facile à trouver, t'as raison. On va peut-être se poser des questions. Bien souvent, on se dit ça. Et du coup, ça dégoûte un petit peu, tu vois, ça fait un peu... moi, je trouve que ça fait toujours un peu casier judiciaire, tu sais. Ouais, C'est complètement. un peu casien, déjà. Bon, et puis tu te dis, mais comment je vais les trouver, ces gens, en vrai ? Mais oui, ça fait faux, en fait. Ça fait artificiel. Ce qu'il faut comprendre, c'est que le persona, ça ne sert pas à ça. Ça ne sert pas à faire un portrait robot. Ça ne sert pas à nécessairement trouver d'ailleurs ses futurs clients. Ça va évidemment nous y aider, mais c'est pas ça l'objectif. Et c'est peut-être la chose la plus importante à comprendre sur le persona et que, en tout cas, quand j'en parle avec mes clients ou des potentiels clients, bien souvent ils n'ont pas compris. Le persona, son objectif premier, ça n'est pas de définir une audience, une clientèle, ce fameux client idéal, c'est d'optimiser mes ressources. Et ça, c'est une clé absolument essentielle à avoir en tête quand on travaille sur notre client idéal. C'est qu'en fait, ce qu'on me dit souvent, c'est mais attends, tu sais, bon, j'en ai plein moi des clients. Donc ton persona, ça me casse un peu les bonbons de dire je vais en choisir un. Ben oui, évidemment que ça casse les bonbons d'en choisir un parce que c'est pas l'idée. L'idée, c'est d'optimiser les ressources, c'est-à-dire de comprendre vers qui on va aller essayer de parler en priorité. Ce qui veut dire qu'on va parler à plein de gens, mais on va faire en sorte de coller au maximum aux stimuli, aux attentes, aux besoins, aux douleurs, à ce qui va intéresser cette personne-là, ce fameux client idéal. Donc l'idée, c'est pas de faire un portrait robot, c'est de savoir où on met nos ressources. Et nos ressources, ça veut dire quoi? Ça veut dire notre budget, ça veut dire notre temps et ça veut dire notre capacité humaine, c'est-à-dire les gens qu'on peut avoir éventuellement dans notre équipe.
C'est très clair et je trouve que c'est un super bon rappel de l'expliquer. C'est que derrière, bah, c'est pas juste de se faire plaisir déjà, hein, parce que bon, on sera d'accord. Moi, j'aime bien faire des personas, mais dans la vie, il y a d'autres choses que je préfère, hein, soyons honnêtes. Mais derrière, ça va nous permettre d'être plus efficace dans ses actions et dans l'optimisation de son budget. Et puis aussi, moi, ce que je sais qu'on a déjà parlé, donc je pense que tu seras d'accord avec moi, cette idée de portrait robot, elle est absurde, surtout de se dire que forcément, ce sont des gens qui sont hyper homogènes dans là où ils habitent. Aujourd'hui, avec la digitalisation, il faut bien ouvrir comment on va qualifier son persona, parce que uniquement se fonder sur des critères démographiques, donc comme tu disais, ton état civil tout à l'heure, ça n'a plus beaucoup de sens dans la majorité des cas, en tout cas en B2B. Savoir si la personne elle est mariée ou divorcée, j'ai envie de te dire, on s'en fout un peu, quoi. C'est pas forcément ce qui va être déterminant dans l'acte d'achat. Donc, oubliez peut-être un petit peu tout ce que vous avez vu si vous avez fait des études en marketing où on vous a survendu le côté portrait robot, parce que les choses ont vraiment évolué et Estelle, elle va vous en parler encore plus avec ces erreurs qu'on commet tous, mais peut-être que si on les commet, c'est parce qu'on nous a appris les mauvaises choses par le passé. Ouais, on nous a notamment parlé, je sais pas si tu te souviens, en école, on nous parlait du CSP+. Ah, bah, il faut aller chercher Oui, et la les ménagère. CSP+, et la ménagère de 50 ans. Bon, bah, tout ça, effectivement, tu as raison, avec le digital, et même sans le digital, j'ai envie de te dire, mais encore plus avec le digital, on peut le mettre de côté. Bien souvent, la localisation, on s'en fiche. Son rapport familial, etc. J'ai envie de te dire pourquoi pas, mais ce qui est important de comprendre, c'est que c'est pas ça qui est important. Ce qui est important de comprendre, c'est ses habitudes d'achat. Alors, ses habitudes d'achat, c'est peut-être ce qui vient en dernier. En tout cas, ses douleurs, ses contraintes, ce qui la gêne, ce qui l'embête, etc. C'est vraiment plus dans l'usage, ce que font les gens, ce que ressentent les gens. Hein, on parle Ce qu'ils souvent du recherchent aussi. ressenti, ce qu'ils recherchent, ce dont ils ont besoin. C'est vraiment autour de tout ça, plus que de décrire la personne. Franchement, décrire la personne. Ok, so what, ça peut être intéressant à faire. C'est intéressant en soi d'un point de vue inconscient, en fait. Ce qu'il faut comprendre, j'en parlerai dans une des erreurs, mais ce qu'il faut comprendre, c'est que l'inconscient a une part vraiment importante dans la création du persona, du client idéal. Mais en revanche, de savoir si vraiment la personne a les cheveux blonds ou les cheveux roux, on s'en contre-cogne, sauf évidemment si on vend de la teinture pour cheveux. Là, ça va nous intéresser. Mais le reste du temps, on s'en fiche. On est d'accord. Deuxième erreur qui fait qu'on peut passer à côté de son client idéal et que du coup on rate sa cible. Est-ce que tu peux nous en parler? La deuxième erreur que je vois, alors ça je l'ai un petit peu évoqué tout à l'heure, c'est vraiment le truc qui revient le plus souvent. On me dit non mais Estelle, moi je veux pas un client idéal parce qu'en fait j'en ai plein. Tu vois, j'en ai au moins 3, 4, 5 ou 10 Ou d'ailleurs, parce que mes 150? clients, ou 150, parce qu'en fait j'ai 150 clients, puis mes clients ne se ressemblent pas. Bon, j'ai envie de vous dire, heureusement que vos clients ne sont pas tous des clones alignés, parce que ce serait quand même tout à fait bizarre et notre société serait vraiment un petit peu anxiogène. Non, évidemment que nos clients ne sont pas des clones les uns aux autres. Ce qu'il faut comprendre, c'est que ça n'est pas parce qu'on va parler à un persona qu'on va exclure les personnes qui ne ressemblent pas à ce fameux persona. Je pense que c'est l'erreur la plus commune. On me dit, je vais perdre des opportunités, Estelle, si je parle à cette personne que j'ai décrite. J'ai bien fait le travail, j'ai décrit mon client idéal. Je vais perdre des opportunités. Et évidemment, surtout quand on se lance, on a envie de prendre toutes les opportunités possibles, donc on veut parler à tout le monde. Alors ça, c'est d'abord une erreur de vouloir parler à tout le monde, on le sait, parce que quand on parle à tout le monde, au final, on parle à personne, ou en tout cas, on parle mal. Donc, a priori, il vaut mieux éviter. Il ne faut pas nécessairement ultra nicher, c'est pas, ça dépend des Ouais, c'est pas marchés. ce qu'on est en train de dire. Hein. Je vais le répéter, on n'est pas en train de dire qu'il faut s'ultra nicher. Mais effectivement, dire qu'on a 150 clients idéaux parce qu'on a 150 clients, ça n'a pas de sens. Alors toi, tu dis c'est pas des clones, mais sans être des clones, parce que dans leur vie de tous les jours, ils peuvent avoir des vies très différentes ou des entreprises relativement différentes, ils présentent les mêmes besoins. On est capable de répondre. Exactement. Et encore une fois, c'est vraiment cette histoire d'usage et d'habitude et de que font-ils, de quoi ont-ils besoin, qu'est-ce qu'ils savent, qu'est-ce qu'ils ont besoin de comprendre. Parce qu'il y a ça aussi, il peut y avoir une histoire d'éducation aussi à faire auprès de ces prospects, ces futurs clients. C'est vraiment de comprendre la personne dans qui elle est et où elle en est dans son processus d'achat. C'est véritablement ça qui est important. Et pour revenir sur cette histoire d'avoir plusieurs clients idéaux, plusieurs personas, ce qui est important de comprendre, c'est que le persona, c'est inclusif, pas exclusif. Alors quand je dis ça, en général, les gens me regardent avec des gros yeux ronds, me disent, ça veut dire quoi ton persona, c'est inclusif, pas exclusif. Et bien, ça veut dire un truc tout simple. Ça veut dire que le persona qu'on va créer, encore une fois, je reviens sur
l'erreur précédente, hein, l'objectif du persona, c'est d'optimiser nos ressources. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on va parler vers une personne ou une typologie de personne, on a bien compris, une typologie de personne en particulier pour pouvoir utiliser tous les stimuli qui vont faire réagir finalement cette personne. Donc, on va parler à cette personne-là. Mais c'est pas parce qu'on parle très très bien à cette personne-là et que donc logiquement cette personne-là va nous entendre. En tout cas, on met toutes les chances de notre côté. C'est pas parce que cette personne-là nous entend que les personnes qui sont autour d'elle nous entendent pas. C'est ça que je veux dire, c'est que c'est inclusif au sens où ça s'oriente véritablement. On focus notre activité sur une typologie de personnes, mais on fait du bruit. On va bien évidemment être entendu par plein d'autres personnes. Simplement, on va moins axer sur eux, on va moins mettre d'efforts sur eux parce que ce qu'on veut, c'est la personne qu'on a définie. Moi, je dis souvent, quand on me dit, ah, mais si je me cible, je passe à côté d'opportunités, je dis, non, mais attendez, c'est pas parce que vous focalisez sur une cible qu'on va faire du refus de vente pour tous ceux qui ne checkent pas notre persona. Ça n'a rien à voir. Ceci dit, je vais quand même faire un parallèle, c'est que avec un épisode qu'on a sorti récemment sur l'anti-persona, vous avez parfaitement le droit aussi de dire, il y a des personnes avec qui je ne veux pas travailler. Il y a des personas avec qui je ne veux pas travailler pour x, y raison. Je vous renvoie d'ailleurs vers cet épisode que Laurie a fait il y a quelques temps sur l'anti-persona, qui a eu énormément de succès d'ailleurs. Je pense qu'il y a beaucoup de gens à qui ça fait du bien d'écouter cet épisode. Mais donc, toi, tu dis, tu as raison de dire, c'est inclusif parce qu'on va diriger notre attention vers le client qu'on veut avoir. Ça veut pas dire que les autres, ils peuvent pas écouter et qu'ils sont pas les bienvenus. Mais à l'inverse, on a aussi le droit de se fixer des profils de personnes à qui c'est niette. C'est no way, et dès qu'ils vont cocher, c'est non. Clairement, moi, je pense que c'est pas qu'on peut, c'est qu'il faut. Il faut. C'est ultra important. C'est ultra important, surtout quand, et peut-être encore plus d'ailleurs, quand on a monté sa société. D'ailleurs, que ce soit une petite ou une grosse, mais encore plus quand on est indépendant, tu vois. Parce que bien souvent, quand on lance son entreprise, on se lance en, je sais pas, en conseil, en peu importe, hein, c'est pour être maître de son business, être maître de ses journées, pour faire le métier qu'on aime, pour kiffer, pour plein de choses très positives. Et donc, c'est ultra, ultra important de s'assurer que l'entreprise, le business qu'on est en train de créer, nous plaît. Et pour qu'il nous plaise, faut qu'on travaille avec des gens qui nous plaisent. Et moi, je le dis, hein, quand on travaille le persona, il faut se poser la question de avec qui j'ai envie de travailler. Et donc, par conséquent, avec qui je n'ai pas envie de travailler. C'est très important de faire ce choix-là, parce qu'encore une fois, comme c'est une optimisation des ressources, autant aller lancer notre message vers les gens avec qui on sait qu'on va passer des bonnes journées, plutôt qu'avec ça va être boulet, quoi. Ah voilà, le boulet qui peut-être va payer, mais qui va être relou et qui va nous faire passer des semaines horribles. Bon, très sincèrement, je préfère celui qui va payer aussi, mais qui va être plutôt sympa et agréable. C'est ça. Ça permet de faire le tri. Exactement. Alors, on a vu que une des premières erreurs, c'est de penser qu'il faut faire un portrait robot. Une deuxième erreur, c'est de penser que ça va nous coûter des opportunités. Alors, clairement, je pense que là, si vous n'avez pas compris, non, ça vous coûtera pas d'opportunités. Et ailleurs, si vous avez un tant de petits persona qui vous coûte des opportunités, c'est pas plus mal. Vous nous en porterez que mieux. Est-ce qu'il y a une autre erreur que tu vois souvent? On en a décrit 5, donc la troisième erreur. La troisième, alors elle suit un petit peu cette histoire d'opportunité, hein, c'est de dire oui mais attends, moi en fait Estelle, tu vois, j'ai besoin d'avoir, parce que j'ai plusieurs types de clients, d'ailleurs j'ai peut-être plusieurs types de produits aussi, hein, souvent ça va avec ça, j'ai besoin d'avoir plusieurs personas, un persona par typologie de client. On a peut-être différents produits, on a peut-être différentes typologies de clients, c'est sûr, on l'a dit encore une fois, c'est inclusif, pas exclusif, mais il va falloir choisir. Moi, je le dis, tu vois, je le dis à mes enfants très, très souvent. Dans la vie, il faut faire des choix. Je suis navrée, c'est pas facile. Parfois, c'est casse-pied. N'empêche que la vie, c'est faire des choix. Là, c'est la même chose. Il va falloir faire des choix pour toutes les raisons qu'on a dites juste avant. Mais pour une autre raison, c'est qu'à un moment donné, si on a plein de typologies de clients différentes, avec des problématiques différentes, puisqu'on a dit que notre typologie de clients, c'est aussi des problématiques, des façons d'être, des où est-ce que j'en suis dans ma compréhension du marché, du produit, etc. Si j'en choisis plusieurs, quand je vais parler en tant que marque, je vais, à moins que je parle vraiment à une personne spécifique, auquel cas on peut en discuter, mais quand je vais m'exprimer en tant que marque, je vais parler à quelle typologie de client? Ça marche pas. En fait, si on a plusieurs typologies de clients, on va avoir plusieurs messages.
plusieurs peut-être même valeurs. Enfin, on va avoir plusieurs éléments forts qui construisent notre image de marque, laquelle on va choisir. Et ben on va aller piocher et on va choisir, ah bah tiens, une fois je vais prendre les problématiques de la typologie 1, puis la fois d'après, je vais prendre les valeurs de la typologie 3, puis celle d'après, les problématiques de la typologie 4. Vous allez perdre tout le monde. Ce qui va se passer, c'est que vous allez avoir une image diffuse, personne ne va comprendre ce que vous faites, que vous proposez, pour qui, pourquoi, comment. Donc, ça ne peut que être négatif. C'est pour ça que je dis, il faut faire des choix. Ça n'est pas facile, j'entends. J'entends que ça n'est pas facile, mais il faut faire des choix. Encore une fois, c'est inclusif, pas exclusif. Vous ne direz pas aux autres, ne viens pas parce que tu n'as pas exactement cette problématique-là. Bien sûr que non, mais en revanche, vous allez pouvoir orienter clairement. Et après, vous pouvez prendre, si vous avez vraiment, mettons, 3 clients très distincts avec des problématiques et peut-être des produits d'ailleurs qui répondent à des problématiques différentes, il va falloir trouver un dénominateur commun et bien souvent les dénominateurs communs, vous l'avez, mais il va falloir pouvoir choisir. Oui, je suis assez d'accord avec ça. Je pense que souvent le dénominateur commun, il va se jouer par rapport aux valeurs de l'entreprise. C'est un truc que je constate assez souvent. Et sinon, autre possibilité, parce que moi je le vois chez nos clients, c'est quand même très fréquent d'avoir 2 typologies de clients. Tu peux avoir par exemple t'adresser directement aux professionnels et t'adresser à des agences. C'est assez classique si tu es un SaaS par exemple. Mais dans ces cas-là, tu peux très bien jouer, plutôt que de parler de la typologie de client, tu vas t'affonder sur les usages qu'ils vont en avoir. Parce que ils vont avoir les mêmes en fait, peu importe où ils se retrouvent. Et sinon, tu peux utiliser différents canaux de communication. Tu peux dire, bah, le canal de communication 1, c'est pour la typologie 1, et le canal de communication 2, ça peut être pour la typologie 2. Donc, il y a des solutions aussi, parce qu'on peut comprendre que on peut avoir plusieurs personas, c'est tout à fait acceptable. Mais on peut se dire, par exemple, sur LinkedIn, je m'adresserai qu'à cela, et sur Instagram, je m'adresserai à cela. Ou alors, petit tips aussi que je peux vous donner, si vous êtes une entreprise déjà d'une taille un peu plus grande, vous pouvez désigner qu'il y a quelqu'un qui va prendre la parole pour parler à une typologie et quelqu'un d'autre qui prendra la parole pour s'adresser à une autre typologie de client. Il y a plein de choses à explorer en fait. Mais ce que tu dis Estelle, et c'est très juste, c'est qu'au final, si on veut seul s'adresser à plein de typologies de clients sur le même canal, et ça risque de brouiller un peu les pistes quand même. Hein. Ouais, ça va être compliqué. Et moi, je mets un bémol quand même. Alors, je suis complètement d'accord avec toi. Il y a des moments où on n'a pas le choix. On a besoin de parler à différentes typologies de clients. Il va falloir y aller. Là où je mets juste un bémol, enfin, c'est même pas un bémol, c'est juste en avoir conscience. Si on décide d'adresser, de communiquer auprès de 2 personas différents, par exemple, tu le dis, un sur LinkedIn, l'autre sur Instagram, pourquoi pas, c'est faisable. Il faut juste garder en tête notre première erreur. Le persona, son but, c'est d'optimiser nos ressources. Si on choisit 2 personas, il faut le faire en conscience on va aller diluer nos ressources. C'est faisable, mais on Ou va augmenter. aller diluer. Ou Ou alors, augmenter. c'est la même chose. C'est soit tu as besoin d'augmenter tes ressources, mais tes ressources, elles sont finies. Il y a un moment donné, tu ne pourras pas mettre plus que l'argent que tu as ou les personnes que tu as. Donc, il y a un moment donné, ça veut dire que tu vas diviser en 2. Tu peux mettre plus de budget sur la communication, effectivement, si tu veux, mais les ressources globales de l'entreprise, elles sont finies à un moment donné. Et ce qu'il faut garder en tête, c'est que plus t'en as, plus il faut de ressources. Donc, c'est faisable, on peut le faire. Si on le fait proprement, comme tu dis, en séparant clairement, histoire de ne pas mélanger les choses dans l'esprit des clients, c'est faisable, mais ça coûte plus cher. Et cher n'est pas que de l'argent, c'est aussi du temps, c'est aussi plein de choses, de l'énergie, des ressources. L'erreur numéro 4, ce que j'entends aussi souvent, c'est on me dit, oui, mais alors attends, moi, en fait, pour faire un client idéal et pour le faire bien et correctement, il me faut avoir un budget études. Et moi, je n'ai pas forcément des ressources, justement, à mettre sur des études qui peuvent, on va se le dire, qui peuvent parfois être assez coûteuses. Là, je dis encore une fois, c'est faux. Ça peut être très bien, attention, j'ai rien contre les études. J'ai fait énormément d'études dans mes jobs passés. Moi, je travaillais pour des multinationales. On avait un fric pas possible. On dépensait un tas d'argent fou pour des études. Et c'est extrêmement pertinent. Moi, je suis une grande aficionados des études. Mais ça n'est pas obligatoire. C'est très bien si on est une grosse entreprise avec des gros budgets, on passe par les études, il n'y a aucun problème. Si on n'a pas ce type de budget-là, ça n'est en aucun cas un problème, pour une raison simple, c'est qu'il y a un truc qui s'appelle les signaux faibles dans nos sociétés, qui font qu'on connaît beaucoup plus de choses sur notre marché, sur nos prospects, sur leurs besoins, sur qui ils sont et ce qu'ils rencontrent, qu'on ne le croit. On pense que on ne sait pas. On pense que ce qu'on sait, potentiellement, on se trompe. Alors, on peut se tromper, attention, évidemment, oui, ça arrive. bien sûr. Ça arrive et ça arrive souvent. Mais il faut faire confiance à son intuition
bien plus que ce qu'on nous a appris à faire. Quand tu es en école de commerce, en général, on te dit ne jamais faire à l'intuition, c'est totalement faux, il faut faire des études. Ça, c'est le côté académique, c'est vrai. Mais si on n'a pas le budget, il faut faire confiance à l'intuition parce qu'en fait, dans notre vie quotidienne, bien souvent, quand on travaille sur un produit spécifique, une marque spécifique, ben, on s'y intéresse, allez, 8 heures par jour. Donc, on voit ce qui se passe sur ce marché, on voit ce qui se passe auprès des gens qui vont l'utiliser, on voit quelles sont les problématiques associées, on voit beaucoup, beaucoup de choses. Et on n'a pas tout rationalisé. Il y a beaucoup de choses qui sont restées inconscientes. J'en parlais tout à l'heure, je parlais d'inconscient, ben c'est là que ça se joue. Il y a beaucoup, beaucoup de choses qui se travaillent dans notre inconscient, qui décodent ces fameux signaux faibles. Ce sont en fait des petites choses qui se passent dans la société. Il n'y a pas marqué en gros, en warning rouge, attention, regardez, voici la douleur et le problème. C'est pas forcément dit comme ça. Mais il y a plein de petits signaux, plein de choses qui arrivent comme ça, qu'on capte, que notre cerveau capte, qui ne rationalise pas forcément, mais qui fait que quand on y réfléchit, on se dit non mais si, moi en fait, je pense qu'effectivement, le client idéal pour cette marque-là, eh bien c'est une personne qui a un chien. On se dit, je sais pas, je le sens, j'ai cette impression-là. Alors, souvent, ça fait peur, hein, quand on est marketeur, je le sens, j'aime bien, j'ai cette impression-là, on l'aime pas. Mais la réalité, c'est qu'à 90% du temps, il y a un fondement. Ouais. Oui, mais alors, ce que ce fondement, parce que moi j'adore les questions d'intuition, tu touches un sujet qui me passionne, c'est qu'en réalité l'intuition c'est une forme d'intelligence qui va plus vite parce qu'on sait des choses qu'on ne sait pas qu'on sait. Je ne sais pas si c'est très clair. C'est exactement et donc ça. on a accès à cette connaissance sans en avoir conscience, mais ça veut pas dire qu'elle n'existe pas. Et en fait, pour moi, tout le rôle, par exemple, quand on travaille nous avec des clients sur leur persona, c'est de leur faire arriver à sortir cette connaissance qu'ils ne savent pas qu'ils ont. Et puis, je trouve que si tu couples ça avec la partie rationnelle, d'aller questionner ton marché. Moi, je suis très pour faire des questionnaires, des entretiens avec des clients, mais des entretiens où tu vas pas forcément faire que du quantitatif. Alors là, on est un peu dans la technique, mais toi, évidemment, tu es rompu à l'exercice. Mais on va chercher plus du qualitatif. Quels sont les mots qu'ils utilisent? Quels sont les blancs qu'ils laissent? Quels sont les sujets sur lesquels tu vois que ça reste un peu, je dis pas douloureux, mais il reste un peu évasif. Donc, tu comprends que s'il reste un peu évasif, c'est que c'est pas forcément un sujet avec lequel ils sont à l'aise. Moi, je trouve que là-dedans, t'as énormément de choses à gagner. Et je vais te faire un aveu. On a fait cet exercice avec Laurie il y a quelques mois où on a juste envoyé un formulaire Thalys, c'était anonyme, à notre audience, par la newsletter. On a récolté des pépites, mais pas des pépites qu'on ignorait. Globalement, 90% de ce qu'on lisait, on le savait. Ça n'a fait que confirmer ce qu'on savait déjà. Donc, c'est ça qui est intéressant, c'est que finalement, on a cette intuition, on sait, et on est capable aussi de le confirmer avec, alors c'était pas très cher ce qu'on avait fait, nous, on l'avait fait nous-mêmes, mais tu peux aussi aller valider cette information auprès de ta cible. Mais c'est complètement, moi, ce que je propose, tu vois, j'ai une formation qui s'appelle Stratégie Persona, où j'accompagne des entrepreneurs pour construire leur persona. Et c'est exactement ça. C'est on se dit, bon, alors attends, il y a d'un côté cette fameuse intuition dont on vient de parler. Je sens que j'ai l'impression. Parfois, il faut creuser un peu. C'est pas, elle sort pas tout de suite l'intuition. Il faut aller chercher. On n'est pas entraîné pour le faire non plus. C'est pas quelque chose de naturel. Ouais. On se fait pas confiance. Et moi, je leur dis, il faut se faire confiance. Il va falloir forcer. Donc, il y a des outils, il y a des choses qui nous permettent de travailler, d'aller chercher ces éléments d'intuition. Mais on va commencer par aller les chercher. Ça coûte rien. Ça coûte 0, ça pour le coup. Et après, je suis d'accord avec toi, on est quand même des êtres rationnels. On va pas miser toute notre boîte et tout notre travail sur juste une intuition comme ça qu'on a eue. Oh je pense que c'était quelqu'un avec un chien parce que je le sens bien. À moins d'aimer vraiment beaucoup le poker, c'est quand même un peu risqué. Donc oui, bien sûr, on va avoir besoin derrière d'aller rationaliser les choses. Et c'est exactement ce que tu dis. Il suffit d'envoyer un questionnaire, il suffit de décrocher son téléphone, il suffit d'aller sur LinkedIn et d'aller dire vous ressemblez aux personnes avec qui j'aurais envie de travailler. Je n'ai rien à vous vendre. J'ai juste besoin de comprendre des choses. Est-ce que vous voulez bien me donner un quart d'heure de votre temps? Les gens, en général, sont ravis de pouvoir te donner un quart d'heure de leur temps et discuter. Dès lors que tu leur dis pourquoi tu leur dis ce qui va se passer, tu leur expliques bien que c'est pas un traquenard, tu vas pas leur vendre des fenêtres ou des trucs, voilà, il va rien se passer. Les gens ou des solutions pour baisser la facture d'électricité. Exactement, ou du CPF, on va vous vendre du CPF, vous allez voir, toi, t'en auras pas de ça chez nous. Oh là là, c'est infernal toutes ces choses-là. Il faut être ultra clair en fait. Il faut être authentique, honnête. Dès lors qu'on est honnête avec les gens,
enfin les gens en face de nous, ils sont comme nous. Hein. Dès lors qu'on est honnête et sympathique et avenant, en général, ils sont exactement dans la même optique. Et il faut garder en tête un truc, c'est qu'on est dans des sociétés qui sont assez individualistes, ce qui fait qu'on nous demande rarement de parler de nous. Donc la personne vers qui vous allez aller, vous allez lui dire, ben voilà, vous êtes une personne qui m'intéresse parce que vous ressemblez aux gens qui pourront être intéressés par ce que j'ai à vendre. Je ne veux rien vous vendre, mais j'ai envie de comprendre ce que vous pensez, ce que vous ressentez. Les gens sont ravis de parler d'eux. Ils sont ravis qu'on leur pose la question. Qu'on s'intéresse à eux et qu'ils puissent aider. Exactement. Je suis complètement d'accord avec toi. Et je pense que c'est encore plus vrai pour des personnes qui sont en poste. Parce que parfois, dans l'entreprise, elles sont jamais consultées pour rien. Tu vois, on leur demande jamais leur avis pour rien. Et là, elles ont l'opportunité d'enfin pouvoir exprimer leur avis, qui est sûrement très intéressant pour vous en plus. Hein. Alors, je dis pas, parfois, si vous sollicitez beaucoup les dirigeants ou les entrepreneurs, ils sont pas toujours très disponibles. Moi, je sais que je reçois beaucoup de ce genre de demandes. J'essaie quand je peux d'y répondre. Mais au bout d'un moment, quand tu es sursollicité, tu n'y arrives plus. Ça veut pas dire qu'il faut pas essayer. Hein, ça veut pas dire qu'il faut pas essayer. Oui, alors oui, moi je l'ai fait, ce que tu dis, le questionnaire, je l'ai fait aussi pour mon livre, tout simplement parce que je suis en train d'écrire un livre et en fait, au tout début, j'ai eu envie de questionner ma cible de lecteur. Donc j'avais intuitivement, tu vois, exactement ce que tu disais. Je me disais, j'ai l'impression que ma cible elle sera plutôt comme ça. Je l'avais bien formalisée et après, je suis allée faire passer des entretiens qui ont validé ma cible, mais ça m'a rassurée, tu vois, de me dire, ok, j'avais l'intuition, mais du coup, c'est bien les bonnes personnes à qui je vais m'adresser. Donc hyper intéressant. Ouais, et c'est très très important d'être rassuré, comme tu dis, parce que encore une fois, derrière, qu'est-ce qui va se passer? On va investir du temps, on va investir de l'argent, on va orienter toute notre communication, toute notre marque, donc il ne faut pas se planter. Donc c'est intéressant d'aller chercher quand même la réassurance et de pas tout mettre sur l'intuition. Il n'empêche que tout ça là, ça nous aura rien coûté. Si on a, encore une fois, je ne dis pas, si on a le budget, c'est évidemment toujours mieux de faire une étude organisée académiquement, etc., bien cadrée. Bien sûr qu'on aura des résultats plus précis. Mais 80% des résultats, on va réussir à l'avoir sur l'intuition et une validation derrière, absolument. Hyper intéressant. 5e et dernière erreur, j'avoue que j'ai beaucoup ri quand je l'ai lu, mais je vais te laisser la dire. Ma 5e erreur, mais oui, mais honnêtement, je l'entends encore une fois ultra souvent, on me dit, non mais attends Estelle, c'est bon, ça va, le persona, c'est du bullshit marketing pour faire plaisir au CMO, c'est pour mon boss, parce que mon boss, il aime bien, il sort d'une école de co, tout ça, il a dit, allez, il faut qu'on ait un persona. Ça fait style. Ça fait style d'avoir le bon persona qui va bien. Ben oui, c'est vrai que ça fait bien de dire, moi je connais mon persona sur le bout des doigts, etc. Sauf que il faut quand même être bien clair. C'est un exercice, le persona. Ça demande un petit peu de poser les équipes. Moi, j'aime bien le faire justement avec les équipes parce que ça donne beaucoup d'idées différentes et ça fait rebondir et agir. C'est un exercice. Ça demande de s'arrêter 2 minutes dans son quotidien. Mais c'est pas que pour faire plaisir à la hiérarchie. Mais ce que je veux dire, c'est que c'est pas un exercice qu'on va faire, on va écrire sur un joli papier, qu'on va poser sur le coin de la table et dont on ne va plus jamais se servir. Parce que bien souvent, on se dit ça, on se dit, oui, ok, j'ai fait l'exercice du persona, j'ai fait mes devoirs. L'étape d'après? C'est ça. On le voit exactement comme ça. On le voit comme, j'ai fait mes devoirs, c'est quoi l'étape d'après? J'ai coché ma petite case. Non, il faut comprendre que le persona, c'est véritablement un outil stratégique. C'est peut-être l'outil stratégique le plus simple qu'on ait, mais c'est un outil stratégique que vous allez utiliser, en tout cas que moi, je vais vous dire que moi, j'utilise au quotidien. C'est-à-dire que quelle que soit la décision stratégique que vous allez prendre dans votre entreprise, vous allez pouvoir vous poser la question, mais quel impact est-ce que ça va avoir sur mon persona? Cette simple petite question, ça peut faire balancer votre décision d'un côté ou de l'autre. Et pour moi, elle est absolument essentielle si vous avez un business qui est centré sur vos utilisateurs, sur vos clients, sur la satisfaction client. Il faut se poser la question, quel impact est-ce que ça va avoir sur mon persona? Ouais, c'est les fondamentaux, c'est la base, c'est le prérequis. Si tu sais pas ce que tu vends et à qui, ça marche pas. Tu peux faire ce que tu veux, tu peux avoir les meilleures stratégies marketing du monde, ça va être bancal. Le plus gros budget. Oui, ça marchera pas. Le plus gros budget, si tu sais pas ce que tu vends et à qui, ça sert à rien. Et alors tu dis un truc super important que c'est pas faire plaisir au CMO ni au boss d'ailleurs. S'il y a pas, alors CMO c'est Chief Marketing Officer pour ceux qui savent pas, mais non c'est pas fait pour faire plaisir au directeur marketing, à la directrice marketing ni aux dirigeants de l'entreprise. Mais ce que je trouve super intéressant et toi tu l'as mentionné, c'est que c'est un travail d'équipe. Le persona, c'est bien sûr vous avez votre intuition, mais si vous avez une équipe, moi je dis toujours j'ai besoin d'avoir en face de moi tous les gens qui parlent à des clients. C'est facile, hein, si vous savez pas qui choisir, vous prenez tous les gens qui ont des clients au téléphone ou des prospects. Parce que parfois, dans certaines entreprises plus grosses, quand le prospect devient un client, il passe dans un autre
département. Notre équipe. Et notre équipe, moi, j'ai dit, je veux juste voir des personnes qui parlent à des prospects et à des clients. Il n'y a pas, peu importe dans l'organigramme où ils se trouvent, parce qu'en fait, c'est eux qui leur parlent le plus souvent. Donc, c'est eux qui enregistrent le plus d'informations. Et c'est intéressant de travailler en équipe. Alors, tout dépend les outils de créativité, d'idéation, on dit, qu'on utilise. Ah oui, je mets des mots techniques, tu as vu. C'est Mais bon. si on utilise des techniques d'idéation, moi, tu vois, j'en propose dans Stratégie Persona, ça va nous permettre, en fait, de rebondir. C'est-à-dire que le principe des idées, c'est l'itération. Tu as une première idée qui va apporter une autre idée, qui apportera une autre idée, qui apportera une autre idée. Si tu travailles seul, ça marche. C'est-à-dire que tu vas avoir une première idée. Tu sais, on a tous quand même plus ou moins un esprit en arborescence. Il y a une première idée qui va nous faire penser à autre chose, qui nous fait penser à autre chose. Et puis comme ça, on développe. Mais alors, ce principe-là, si tu es plusieurs, eh ben, ça décuple C'est décuplé, la ouais. chose. C'est-à-dire qu'au lieu d'être en 2D, d'un coup, tu es en 3D. Tu as, toi, tes idées qui te proposent d'autres idées, mais qui vont rebondir sur les idées des autres, qui vont faire rebondir les idées des autres. Et d'un coup, tu te retrouves avec un arbre entier. Donc, c'est extrêmement intéressant, effectivement, de ne pas être seul, ne serait-ce que pour pouvoir faire rebondir les idées les unes sur les autres et avoir de plus en plus d'idées. Et bien souvent, les idées qui sont allées creuser le plus dans l'inconscient après coup et l'inconscient collectif, on sait que ça marche très très bien. Et c'est pour ça que c'est hyper intéressant, tu dis, quand toi tu accompagnes aussi des entrepreneurs, nous aussi sur ces thématiques, c'est que si vous avez besoin, n'hésitez pas à être accompagné, parce que clairement, vous allez être challengé, vous allez être relancé, on va vous pousser plus loin, à aller explorer peut-être des savoirs que vous ne savez pas que vous avez, hein, c'est ce qu'on disait tout à l'heure. Et moi, je suis toujours assez étonnée de ce qu'on est capable de sortir avec des clients, alors qu'au début, ils pensaient connaître déjà tout par cœur et ne pas avoir besoin de faire le job. Donc hyper intéressant, merci de nous avoir éclairé sur toutes ces erreurs et que honnêtement, je pense que à divers degrés, on est tous capables de faire. Hein. Estelle, tu en as parlé. Même en tant que marketeur aguerri, on peut encore faire ces erreurs. Donc, c'est important de se les rappeler pour se dire, ah ok, là, je suis en train de pêcher par excès de confiance sur mon persona. Et toi, Estelle, tu préconises de mettre à jour ces personas à peu près à quelle fréquence? Alors, ça va dépendre bien sûr de ton marché et de la rapidité d'évolution. Ce qu'il faut vraiment avoir en tête, c'est l'évolution de la société. Ça paraît gros comme ça quand on dit l'évolution de la société, mais finalement, on le voit très bien. Quand on voit, je te donne l'exemple du moment, quand on voit l'IA arriver, on sait que sur pas tous les business, mais sur beaucoup de business, Beaucoup. ça va avoir un impact, hein, évidemment. Donc, c'est un bon moment, il y a un gros changement qui arrive pour se reposer la question et se dire, je vais me reposer la question du persona maintenant, au moment où on est en cours de changement et où peut-être mon persona est entre deux eaux, il ne sait plus trop comment faire. En tout cas, il y a des choses qui changent et puis de se la reposer après, une fois que les choses sont déjà plus matures, plus établies, parce que là, le persona aura encore changé. C'est pas nécessairement que le persona aura changé d'ailleurs. Hein. C'est pas que le Non. client lui-même aura Et changé. ses C'est que attentes, ses ses besoins. attentes, son rapport au marché aura changé, sa façon de comprendre les choses aura peut-être changé. Donc c'est important d'aller le faire. Donc cycliquement, il faut regarder par rapport à ce qui se passe dans notre marché sur l'évolution sociétale. Et puis, globalement, je pense que c'est intéressant de se reposer. Alors, peut-être pas sur un travail de fond tous les ans, parce que c'est quand même un gros travail quand on le fait vraiment consciencieux, j'allais dire, ça fait premier de la classe, mais quand on le fait bien. Mais peut-être, je dirais, tous les 2-3 ans. Moi, je trouve ça intéressant, tous les 2-3 ans, de s'arrêter, de vraiment faire un stop et de se dire, bon, bah là, je me prends une demi-journée et je remets tout à plat et je refais l'exercice pour voir si l'exercice m'amène au même endroit. Bien souvent, on est sur un endroit qui a un tout petit peu bougé, pas énormément, un petit peu, mais encore une fois, comme c'est une question qu'on va utiliser au quotidien, ou en tout cas à chaque fois qu'on va prendre des décisions stratégiques, ça vaut la peine, même si ça bouge que d'un cran, ça vaut la peine de le savoir parce que ça peut faire bouger d'un cran et d'un cran et d'un cran Oui. plein de décisions stratégiques, ça peut nous emmener loin. Donc, ce que tu dis, c'est que régulièrement, ça veut pas dire changer les personnages, mais régulièrement s'intéresser aux personas qu'on a pour mettre à jour en fait les fiches, hein, globalement. Et puis tous les 2-3 ans, se poser toujours la question, est-ce que renouveler les vœux avec son persona, hein, globalement, est-ce que c'est toujours ceux avec qui on a envie de bosser et qui ont envie de bosser avec nous d'ailleurs, parce que Ouais. c'est un échange. C'est les deux. Ok, écoute, super clair. Un grand merci Estelle d'être venue nous parler. Alors Estelle, si je veux te suivre, bien sûr il y a le podcast du marketing. Et sinon, si je veux apprendre à mieux te connaître, te lire, est-ce que tu es présente sur les réseaux? Je suis présente sur les réseaux, je suis présente sur LinkedIn. Vous pouvez me retrouver sur LinkedIn, mais le meilleur endroit, c'est ma newsletter parce que, si tu veux, c'est un peu mon réseau social personnel. C'est là où je vais partager des choses sur le podcast, des conseils en stratégie digitale. Je vais partager mes bons plans, mes cadeaux bonus, et puis je vais parler un petit peu, alors j'allais dire de ma vie perso. C'est pas tant ma vie perso, c'est ma vie perso d'entrepreneur, Des évidemment. coulisses. Des coulisses de C'est ton entreprise. exactement ça. Et puis des fois, je parle un peu de ma vie perso, de mes problématiques de parisienne qui a débarqué à la campagne et qui a une tronçonneuse à acheter. Ça arrive. En général, j'arrive à trouver un rapport avec le marketing, mais bon, c'est là que je vous en Excellent. parle.
Ok, bah écoute, on va noter tout ça. Un grand merci Estelle d'être venue nous parler persona. Et puis moi j'ai quand même envie de vous dire, vous avez vu que finalement on peut en parler pendant presque 30 minutes et s'amuser, puisque moi je trouve que l'épisode il est plutôt fun. Donc un grand merci d'avoir dédramatisé complètement ce sujet. Avec plaisir Sandy, merci à toi de m'avoir accueilli sur ton podcast. Et bah tu es là toujours la bienvenue. À très bientôt Estelle. À très vite.